Bonjour à tous, nous c'est Adrien et Virginie de Petit Costaud et on vous emmène avec nous visiter des brasseries artisanales et originales à travers toute la France. Alors aujourd'hui on se retrouve à Mérignac, tout juste à côté de Bordeaux, pour visiter la brasserie Effet Papillon. Cette brasserie innovante est un des fers de lance du renouveau de la bière artisanale en France. Ces dernières années, la brasserie Effet Papillon a notamment développé des bières dites brettées, qui ont eu un grand succès d'ailleurs. Et donc on va en parler avec Jocelyn. C'est parti. Bonjour Jocelyn, merci de nous recevoir dans ta brasserie ici à Mérignac, donc à côté de Bordeaux. La brasserie Effet Papillon, qui, et on vous remercie, est marraine de notre Tour de France, la tournée de Petit Costaud. Alors c'est vrai qu'on est vraiment honoré de se retrouver ici aujourd'hui pour plusieurs raisons, parce que personnellement, avec Virginie, on adore vos produits. On vous connaît un petit peu en plus comme on a vécu ici sur la région bordelaise, et parce que vous faites quand même partie des meilleures brasseries françaises, et donc ça se salue. Pour commencer l'interview, je vais tout simplement te laisser te présenter brièvement, et puis nous dire que depuis quand la brasserie existe, voilà. Bonjour, alors du coup, donc nous c'est la brasserie L'Effet Papillon, c'est monté en juillet, enfin les premiers brassins datent de juillet 2017, donc on va sur notre troisième année. On a monté ça donc avec ma compagne Mathilde. Voilà, il n'y avait pas d'implantation particulière voulue au démarrage. Voilà, on ne cherchait pas à être particulièrement à Mérignac, on cherchait à être dans la Cube. Et puis entre une chose et l'autre, avec le cahier des charges nécessaire pour pouvoir monter une brasserie dans un local, on a fini par s'installer à Mérignac. Et on est plutôt content de l'entrepôt, du spot et d'être aussi proche de Bordeaux du coup. D'accord. Alors comment est venu ce projet Qu'est-ce qui a fait germer l'idée de monter votre brasserie? Alors du coup, l'idée, elle est un peu ancienne, dans le sens où moi j'ai démarré la brasserie en fabriquant une Pico, puis une deuxième Pico brasserie, puis une troisième Pico brasserie. C'était d'abord plus mon centre d'intérêt, c'était d'abord plus de fabriquer des toutes petites installations. Alors j'ai jamais fait des systèmes bien compliqués, hein, c'était avec les moyens du bord. Mais voilà, la première mise à l'étrier, c'était avec la tonnellerie Nadalier, donc la partie produits dérivés, donc les add-ins, où l'idée à l'époque, sachant que moi c'était pas du tout mon domaine de prédilection, l'idée c'était simplement de construire une machine dans un premier temps pour faire 100 litres, réaliser des essais, et le but des essais c'était d'arriver à marier tout ce qui est adjonction de bois. Donc on n'était pas sur le travail de la barrique, on était plus sur des produits dérivés, du copeaux, de la stave, des cubes, ce genre de choses, et mélanger ça avec de la bière. Alors, vous avez lancé avec Mathilde, donc ta compagne, cette brasserie Effet Papillon à deux, en couple. On a l'impression que chacun a bien son rôle, que c'est bien délimité, que ça a l'air de bien marcher. Est-ce que pour vous, dès le début, c'était évident de partir à deux? Et comment ça se passe au quotidien en fait? Bon, déjà pour l'exemple, on n'est pas la seule brasserie à s'être montée en couple, puisque la débauche s'est montée en couple, ils se sont montés à deux, Aurélien et Glantine. Donc on avait, après c'est de l'humain, donc c'est pas parce que un couple y arrive, un autre couple peut ne pas y arriver. Il y a pas de, enfin vraiment nous ça nous semblait vraiment primordial d'installer la brasserie à deux, tout simplement par rapport à la capacité unitaire qu'on avait déterminée comme étant celle nécessaire pour démarrer et avoir un peu de capacité devant nous. Donc je me voyais pas démarrer tout seul à faire la prod et en même temps le conditionnement et en même temps la vente et en même temps le démarchage, etc. C'était strictement pas possible. Et c'est ce qui a fait que le projet a mis un peu de temps. Ça n'a pas mis beaucoup de temps à démarrer, mais on a attendu que Mathilde ait terminé ses études pour pouvoir lancer le projet à plein temps, à deux, dès le début. Et avec le retour d'expérience, ça aurait été difficile de faire autrement sur les 6 premiers mois peut-être. Encore que les 6 premiers mois, ce n'est pas les 6 mois les plus agréables. Donc c'est pas mal d'être à deux pour se soutenir. Maintenant, c'est vrai que sur la répartition des tâches et des rôles, on est donc là maintenant avec le volume grossissant, mais quasiment dès le début, hein, c'est confortable de travailler en couple. Maintenant, c'est confortable de pas faire la même chose, tout simplement. Voilà,
les journées où on passe plus de 2 heures ensemble sur une mise ou ce genre de choses, ça vient quand même assez rapidement à gueuler, donc gentiment, hein, mais donc non, c'est vraiment c'est cool. Après, c'est cool qu'on soit pas voilà, que chacun ait son domaine de prédilection et on a un avis à donner et l'un et l'autre sur le travail de l'un et de l'autre, mais voilà, après ça se limite à ça et on n'est pas, je suis pas toute la journée au bureau avec elle. Et elle n'est pas toute la journée en prod avec moi. Donc concrètement, c'est le fait de l'avoir délimité et de le délimiter comme ça, c'est peut-être un peu ce qui nous sauve notre couple en définitive. Mais voilà, après, ça permet aussi de se soutenir mutuellement quand il y a des coups durs. Voilà, il y en a toujours un qui va avoir plus la patate ce jour-là, donc il va pouvoir motiver l'autre et vice-versa. Donc c'est une réelle force en fait. Ouais, c'est une réelle force et d'autant plus sur la capacité unitaire avec laquelle on a démarré. On n'aurait pas pu faire véritablement autrement, quoi. Parce que vous avez, vous, commencé sur quelle capacité unitaire Donc on a commencé avec la même salle de brassage qui tourne actuellement, donc une salle de brassage 15 hectos, 3 cuves, donc qui nous permettait à la base de brasser 2 fois dans la journée. Là on arrive à brasser 4 fois dans la journée maintenant parce qu'on a les fermenteurs dédiés. Mais on a commencé avec 3 fermenteurs de 30 et la salle de brassage. Oui, parce que la brasserie en seulement 3 ans, elle a quand même grandi très rapidement. Vous avez reçu dernièrement des cuves de fermentation encore plus grandes pour produire encore plus de bière. C'est le fruit de votre réussite. Et en plus, et c'est pas donné à tout le monde, vous arrivez aussi à employer aujourd'hui. C'est, disons que l'année charnière, je pense que, ça dépend de quelle charnière on parle. L'année charnière, vraiment pour la production et l'augmentation du volume, c'était un peu l'an dernier, même si on aimerait bien que ça ne s'arrête pas là. On a doublé la capacité en janvier donc 2019, on a redoublé la capacité, voire plus, en décembre 2019. Après, vu les volumes engagés, c'est certain que, sachant que le produit se vend, hein, parce que c'est bien d'acheter de la capacité, si les produits ne se vendent pas, c'est difficile d'employer des gens. Mais là, c'est certain qu'on ne peut pas... ça fait bien longtemps qu'on ne peut plus être à 2 sur notre installation, forcément, mais là, d'autant plus avec les nouvelles cuves, ça commence à être vraiment rude, même là aujourd'hui on est 4. Même à 4, c'est déjà rude. Hein. Donc, on essaye de ne pas trop prendre d'avance en recrutement humain. C'est un peu malheureux, mais c'est aussi les problématiques de la brasserie. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quand même un peu de corrélation entre avoir du confort et être suffisamment de bras pour brasser, mais avoir la trésor qui le permet et avoir les rotations sur les stocks qui le permettent aussi. Donc jusqu'à présent, on est toujours un peu en déficit de bras par rapport au volume qu'on produit. Maintenant, le but vraiment, ça c'est une autre charnière, c'est la charnière de cette année. Ça serait de continuer sur une croissance qui risque de pas continuer d'être exponentielle comme ça ad vitam aeternam. Mais l'idée c'est de pouvoir recruter à flux tendu au fur et à mesure dont on en a la nécessité et pas attendre 6 mois d'être exténués, nous plus... prendre plus le devant. Prendre les devants. Après c'est un enjeu financier aussi parce que la grosse problématique de la brasserie c'est on produit plus mais ça veut dire qu'il faut acheter plus de matières premières et puis même si les rotations sont plus rapides ça nous fait plus de stocks immobilisés, plus de matières premières immobilisées, etc. Et cumuler ça avec des emplois, ça se calcule, quoi. Ça ne peut pas se faire de manière sur un coup de tête, c'est compliqué, quoi. Bien sûr. Alors ce qui explique aussi le succès de la brasserie, c'est forcément la qualité de vos bières. Donc nous, personnellement, on les connaît bien et on peut en témoigner. Alors, c'est quoi tes inspirations pour créer tes bières? Comment on a des idées comme ça? Parce que vous faites des produits qui sont quand même, sur certaines séries, vraiment inspirés. L'inspiration, ça vient de plein de choses. Ça vient un peu de la pâtisserie. Ça vient aussi assez naturellement avec la saison, avec les saisons. Ça vient aussi naturellement avec les matières premières potentielles qu'on peut avoir de disponibles avec par exemple des nouveaux houblons expérimentaux. Avec maintenant on a un nouveau fournisseur de fruits, donc voilà, quels assemblages ils sont en capacité de nous proposer, avec quels fruits, etc. Et on prend la fabrication par un bout différent peut-être de d'autres brasseries, mais c'est vrai que partir d'une page blanche en ayant plein d'idées, mais en se cassant le nez à chaque fois parce que
ah ben ce fruit-là il n'est pas disponible ou ce houblon-là, ben non, alors cette année on ne peut pas l'avoir, etc. etc. Ça rend la conception des recettes un peu frustrante. Donc l'idée c'est plus de savoir, d'avoir des catalogues, savoir qu'est-ce qu'on peut acheter, à quel prix, et construire les recettes aussi autour d'un prix. Et en fonction de ça, voir ok, alors après sur quelle base on brasse ça, avec quelle levure, etc. etc. Donc, finalement, c'est comme un bon cuisinier qui va le matin faire son marché, qui prend les bons produits, qui l'inspire et qui fait un plat en fonction et qui ne fait pas l'inverse. Alors, il y a aussi une particularité chez la brasserie Fait Papillon, c'est que vous essayez un style de bière qui sont les bières brettées, qui n'est pas un style forcément connu de tous. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà ce que c'est une bière brettée? Alors du coup une brette c'est une levure. Alors c'est une levure qui était naturellement présente dans tous les produits avant qu'on arrive à comprendre véritablement comment se déroule une fermentation. Et puis à partir du moment où on est arrivé à comprendre comment ça se passe, il y a pas mal de brasseries et de viticulteurs qui se sont mis à combattre ces brettes. Et puis, il y a d'autres brasseries qui ont décidé de continuer de faire perdurer leur méthode traditionnelle de fabrication en incluant l'incorporation naturelle de brett du coup dans leurs produits. Donc nous, on n'a pas de cold chip, on ne travaille pas avec un milieu endogène. Donc tout le travail qu'on fait sur les brettes, c'est un travail où, dans un premier temps, on brasse une bière normale à Saccharomyces cerevisiae dans une cuve inox. Okay. Une fois qu'on a atteint l'atténuation, on bascule cette bière-là dans une barrique. Et à ce moment-là, une fois dans la barrique, on rajoute les brettes à proprement parler. Donc les brettes, là je ne sais pas comment, on doit avoir peut-être une dizaine de souches différentes. Et puis le job est assez intéressant parce qu'en définitive, il y a la multiplicité de types de bières qu'on peut faire. Après, il y a les barriques qu'on peut choisir. Et ensuite, j'en passe des meilleurs. Et ensuite, on peut choisir aussi les souches, le temps de contact, est-ce qu'on assemble ou pas, etc. etc. Donc c'est en ça que le boulot, il est assez, il est vraiment intéressant. Il y a déjà pas mal de complexité possible pour fabriquer une bière. Quand maintenant on rajoute de la barrique et de la brette, le champ des possibles est infini, quoi. Parce que du coup, la brette, qu'est-ce que ça apporte en termes de goût? Donc la brette, c'est un peu... Il faut savoir qu'il n'y a pas forcément d'uniformité d'une souche à l'autre, c'est comme sur des levures Saccaro. Il y a plein de gens qui dégustent de la brette et puis qui vont s'attendre à avoir quelque chose de funky. Donc ce qu'on appelle funky, c'est quelque chose qui sent un peu l'étable, qui sent un peu le cuir, etc. etc. Ouais. Toutes les brettes ne donnent pas ça. Nous, on utilise potentiellement des brettes qui peuvent être très funky, mais on utilise aussi des brettes qui vont tirer sur l'ananas ou ce genre de choses. Donc, c'est exactement comme les Saccaro. Il y a une multiplicité d'ADN différents dans les brettes. Il y a des Brettanomyces clausoni, il y a des Bruxellensis. Dans les Bruxellensis, il y en a plein de différentes. Il y en a qui ont été déclassées, des 3 vrais, etc. etc. Donc déclassées, c'est juste qu'elles ne sont plus considérées comme étant des brettes, elles ont été rebasculées dans les Saccaro. Okay. Mais voilà, c'est ça le boulot qui est intéressant. Et donc du coup, il n'y a pas forcément d'uniformité. Donc quand on achète une bière brettée, on achète souvent une bière qui a un potentiel de garde déjà plus important, qui a pris beaucoup plus de temps à fabriquer. Nous, on est sur des vieillissements de minimum 6-8 mois. Ah oui. Et des barriques qui vont pouvoir vieillir 1, 2 ou 3 ans. Okay. Donc voilà, dans le process de fabrication, on n'est pas sur les mêmes délais avant d'arriver à sortir un produit que sur une bière Saccaro normale où potentiellement à 6 semaines la bière est prête à boire entre le moment où on a brassé un mou et le moment où c'est conditionné prête à boire. D'accord. Et puis là on est devant du coup votre chai, parce qu'on c'est bien un chai. Alors on n'est pas dans le domaine viticole, on est bien dans le domaine brassicole. Et du coup, d'où vient cette envie de travailler avec les barriques? Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, les barriques apportent aussi donc du goût en fait à la bière. Voilà, donc il y a plusieurs choses. Donc nous les brettes, on les a pas inventées, hein, c'est naturellement présent dans le milieu.
On n'a pas inventé les bières brettées non plus, ça existe, ça a toujours existé, alors soit parce que c'était non voulu, soit parce que ensuite, une fois qu'on a compris comment ça se faisait, ça a été voulu et maîtrisé. Ouais. Donc on n'est vraiment pas à l'initiative de ça. On n'est pas, on n'est pas une gueuserie belge, etc. On ne pourra jamais sortir des produits avec estampillé lambic dessus, c'est une AOC, c'est interdit. C'est interdit pour nous d'utiliser cette appellation. Mais donc du coup, dans la multiplicité du champ des possibles avec les brettes, donc il y a le jeu sur la bière, le jeu sur la première Sakoro qu'on aura utilisée, ensuite le jeu sur la brette qu'on utilise, ensuite le jeu sur le type de barrique. Donc il faut savoir que nous, si on a décidé depuis quasiment le début d'utiliser des brettes uniquement en barrique, c'est parce qu'on considère que la barrique, ça va être un super catalyseur pour la brette. D'accord. Donc déjà, il nous faut un contenant de manière à pouvoir faire des vieillissements sur 6 mois, 1 an, etc. Ouais. Et puis, donc la barrique, c'est super. Il y a, comme dans le viti, on utilise pour les mêmes avantages, entre guillemets. Donc il y a une micro-oxygénation. Cette micro-oxygénation, elle va permettre à la brette de se développer, à fabriquer des esters qui vont être plus funky, moins funky, plus sur l'ananas, plus sur le fruit, etc., etc. Et donc c'est en ça qu'on a quasiment, pas dès le début, mais à partir du moment où on s'est dit qu'on allait faire des brettes, on a commencé à construire un chai à barrique, donc que vous voyez derrière. Et donc ce chai-là, il tend à grossir, tout simplement parce qu'on ne se voit pas la possibilité d'avoir le même rendu sur un produit bretté s'il n'a pas été conservé sur un espace de temps relativement long dans un contenant bois. Alors là, vous avez déjà sorti deux séries de brettes, puisque en fait, série, c'est c'est plusieurs bières qui ont été faites à peu près en même temps et qui ont une concordance. Vous avez fait une première série de brettes et puis une deuxième plus fruitée. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler? Et puis apparemment, vous êtes en train de développer une troisième série. Yes. La première série, c'était vraiment un coup d'essai qui a plutôt très bien marché, mais on est encore très satisfait de ces bières-là. On en a encore quelques-unes en garde. Donc c'était sur une base de produits de la gamme. Donc c'était que je me souvienne de l'American Pale Ale, de l'IPA, notre bière de blé, ce genre de bière-là de la gamme. On n'avait pas des produits spécifiques, mais qui a vieilli en barrique avec, de mémoire, je ne sais plus, il y avait une Bruxellensis qu'on a fait isoler par un laboratoire, donc une Brettanomyces Bruxellensis qu'on a fait isoler par un laboratoire à Bordeaux, sur un milieu viti. On ne peut pas trop en dire plus parce qu'avec les fraudes, c'est compliqué. Et avec les viticulteurs, c'est compliqué aussi. Et puis après, des souches exogènes qu'on a achetées à White Lab, White Yeast, Yeast Bay, des fournisseurs de souches de levure. Sur la deuxième série, donc, on a fait une série avec du fruit. Là, ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment incorporer le fruit entier dans les barriques et faire maturer la bière sur lit de fruits. Et donc, la troisième série, donc là, on est sur des bières. Donc, on est revenu sur un de nos best-sellers de la série fruitée, Brett Ananas. Donc, on a fait différemment. Où là, il y a pas de. On a fait maturer la bière dans un premier temps dans les barriques. On l'a ensuite transvidé avec un assemblage. On a ensuite transvidé ça dans une cuve inox. Cette cuve inox, on l'a assemblée. On y a rajouté la purée d'ananas. D'accord. Et voilà, la bière a vieilli. Avec de la purée d'ananas dans une cuve inox, mais en laissant relativement sain en gardant des barriques saines et pour lesquelles il n'y a pas de la manutention supplémentaire à faire pour vider la purée ou pour vider les fruits. Et les deux autres, donc c'est donc sur la deuxième série et sur la troisième série, on a fait des mous bien spécifiques. Donc là, il y aura une saison brettée, donc avec une levure French saison à base de bière de blé, pilsner, etc. Et une autre bière, alors qui est une bière de blé fermentée avec une levure Saccaro, mais où les brettes apportent des goûts pas mal, assez intéressants. En parlant de tes produits, je te propose maintenant de passer à la dégustation. Allez, c'est parti. Donc pour cette dégustation, Jocelyn, on t'a demandé de nous présenter une bière de ton choix, de votre production. Alors écoute, je te laisse présenter ta bière. Yes, bon alors du coup, je suis parti sur une éphémère. Black to White, donc c'est un White Stout Coco. Donc on trouvait intéressant de faire une déguste de celle-ci, tout simplement pour la petite histoire d'expliquer ce que c'est un White Stout.
Donc, bon, un stout, clairement, hein, c'est une bière qui est normalement plutôt très noire, enfin foncée, etc., etc. Là, l'idée, c'était d'arriver à proposer le même type d'aromatique sur le produit, mais sur une bière donc, qui sort complètement de couleur blonde, comme on peut le voir. Ouais. Donc, voilà, donc c'est travaillé avec pas mal de crème de coco. Ok. Donc, avec notre fournisseur de fruits, on a fait pas mal d'essais sur du lait de coco, sur de la coco déshydratée, sur de la crème de coco acidifiée, pas acidifiée, etc. Bon voilà, on a utilisé de la crème de coco non acidifiée, donc totalement, enfin juste transformée. Ok. Donc le produit est bon, c'est très gras. C'est avec beaucoup de sucre résiduel. On part sur les mêmes référentiels qu'un stout. Donc voilà, clairement, c'est une bière à 9%. On finit très haut en densité avec beaucoup de sucre résiduel. Et puis voilà, donc pour tout le côté torréfié normalement d'un stout, on l'obtient tout simplement par l'infusion de café à froid. D'accord. Donc là, c'est un café du Pérou. Ok. Qu'on a pris à un torréfacteur juste à côté de chez nous. Et voilà, donc on obtient un produit avec des notes de torréfié tout simplement de l'infusion de café. Donc le café, une fois que ça a fini d'infuser, une fois que ça a infusé, je ne sais pas, admettons, on va dire une demi-heure, le café va rendre de sa couleur. Et puis on va pouvoir le laisser après davantage de temps. Une fois qu'il aura donné sa couleur, il ne va pas davantage donner de couleur. Donc on avait un peu cette appréhension-là au début de mettre du café dans une bière de couleur très claire. Et puis de se dire, si on met le café à infuser pendant une semaine, est-ce qu'il y a un délai au-delà duquel la bière va virer au noir? C'était clairement pas le but. Et puis non, du coup, on a un peu appelé 2-3 copains brasseurs et puis on a été rassurés de ça. Donc on a vraiment mis le café le plus tard possible, de manière à ce que ça marque le moins en couleur. Mais en définitive, voilà, après s'être un peu renseigné, il s'avère que une fois que ça a rendu la couleur, ça ne rend pas davantage de couleur, peu importe le temps de contact. Noix de coco, café infusé à froid, et puis ça nous donne... C'est vraiment un faux ami, parce que quand on la regarde comme ça, on se dit « Oh, une belle blonde !» Et en fait, quand on met le nez au-dessus, quand on la goûte, on a ce café qui surprend. C'est un peu, ouais, c'est toute la complexité d'un white stout, c'est arriver à faire un produit avec toutes les notes de sucrosité résiduelle, d'un impérial, donc du coup arriver à avoir un gros taux d'alcool et puis arriver à avoir ce côté torréfié mais sans en avoir la couleur. D'accord. Donc c'était un peu le défi du coup. On vous remercie l'ensemble de la brasserie pour nous avoir reçus. Avec plaisir. On a passé un très bon moment et puis on se retrouve bientôt du coup sur la région bordelaise. Carrément. Et puis bon trip à vous. Merci. Voilà, on espère que vous avez aimé rencontrer la brasserie Effet Papillon. On se retrouve très rapidement à Toulouse. Et n'oubliez pas de vous abonner sur nos réseaux sociaux et à nous suivre sur notre blog latourneedepetitcosto.fr.